Bonjour Laurence, bienvenue donc sur la chaîne Débat à l'instant réflexion. On va tout de suite poser une base. Nous deux, on se connaît depuis longtemps, je crois grosso modo 15-20 ans. J'ai eu la chance de travailler avec toi pendant aussi quelques années. Je vais te demander aujourd'hui, donc, est-ce que tu peux nous parler déjà, décrire ta profession, ce que tu fais, et qui va être l'objet d'ailleurs de cette vidéo. Salut mon Stéphane. Donc, effectivement, ça fait plaisir de te voir. Et puis, donc, maintenant, j'enseigne la conduite et la sécurité routière depuis 11 ans. J'entame ma 12e année. Et depuis quelques années, je mets l'accent sur les choses un peu plus compliquées que l'apprentissage simple de la conduite, c'est-à-dire les gens qui ont des difficultés, les dyslexiques, les dysprasiques, les sourds, les analphabètes et les traumatisés de la route, les polytraumatisés de la route. Et pour ça, je travaille en parallèle avec un thérapeute qui m'envoie ses patients. Voilà, en gros, le cœur du boulot. D'accord. Donc, comme je le disais, nous on se connaît depuis longtemps, donc on s'est eu plusieurs fois au téléphone, et moi je souhaitais faire cette vidéo parce que je trouvais ce que tu me disais en parlant de ton métier très intéressant, puisque effectivement les gens lambda dans l'imaginaire collectif, un moniteur auto-école, alors tu nous diras si ça se dit comme ça, hein. Un moniteur auto-école, bah voilà, c'est quelqu'un qui fait passer le permis, quoi. Voilà, il donne des leçons de conduite, hein, et peut éventuellement des leçons de code à l'agence. Pour la plupart des Alors, gens, moi je le t'arrête premier, tout de suite. Je vas-y. t'arrête tout de suite. Un moniteur d'auto-école ne fait pas passer le permis. Il prépare au passage du permis. Voilà, Celui tout qui à fait, fait tu as passer raison. le permis, c'est un fonctionnaire d'État, un inspecteur des permis de conduire. Et on est l'enseignant qui prépare, comme un enseignant du général prépare au baccalauréat. Nous, on est un enseignant qui prépare à un examen d'État qui est le permis de conduire. Tout à Maintenant, fait. on est un Donc, petit peu un des enseignants au rabais puisqu'on nous appelle moniteur. Mais c'est pas gênant, on a de l'humour et tout va bien. comme je disais, et tu m'as coupé au bon moment justement, ce qui démontre qu'on ne sait rien de votre profession. Tout ce qu'on sait, c'est que quand on veut passer le permis, on va s'inscrire dans une auto-école et on a contact avec du coup des gens comme vous qui font votre métier. Mais c'est tout ce qu'on en sait. Et justement, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de parler d'autres choses, des aspects qu'on ne connaît pas ou moins, et surtout, toi, les spécificités que tu as déjà évoquées avec des publics un peu particuliers, etc. Donc, la première question que je vais te poser, on va faire quelques petites questions simples pour poser le jalon. Violence routière, c'est quoi? Alors, la violence routière, c'est l'agressivité qu'on peut rencontrer au quotidien sur la route et qu'on rencontre de plus en plus. Bon, moi, mon permis date des années 80, hein, donc ça date d'un autre siècle, je fais partie des dinosaures. Et quand j'ai passé mon permis, il y avait encore de la courtoisie, il y avait encore de la bienveillance sur la route. On est dans une ère d'écologie et d'écomobilité, donc on doit se partager la route. Sauf que aujourd'hui, le partage, c'est quelque chose de compliqué dans la société ou sur la route. Et on ressent ce phénomène de société de plus en plus par l'agressivité, que ce soit des véhicules à moteur ou pas. Laurence, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que la sécurité routière? Qu'est-ce que la sécurité routière? La sécurité routière, c'est un vaste sujet. Beaucoup de gens se l'approprient, à commencer par les associations de sécurité routière, sauf que il y a les associations qui concernent les véhicules à moteur, les associations qui concernent les motos, les associations qui concernent les voitures, et au lieu de grouper ça dans un espace effectivement d'avoir de l'ouverture d'esprit et de se parler entre usagers de la route, et non, chacun tire la couverture à soi. Donc, les automobilistes défendent leur beefsteak, les poids lourds défendent leur beefsteak, les motos défendent leur beefsteak, les piétons défendent le leur, les cyclistes le leur. Et au lieu d'avoir un espèce de partage de la sécurité routière et une compréhension de chacun et des problèmes de chacun surtout, chacun se tire dans les pattes. Voilà, donc le problème, c'est un petit peu ça. Et s'il y avait un petit peu plus de compréhension
Le continuum éducatif, surtout au départ, dans l'éducation et dès les petites classes, le problème ne se poserait pas. Tout à l'heure, dans la présentation, il y avait un petit flou sur le terme. Alors, quelle est la définition exacte de votre profession? Alors, nous sommes enseignants de la conduite et de la sécurité routière, diplômés d'État, avec une carte professionnelle délivrée par le ministère de l'Intérieur, c'est notre ministère de tutelle. D'accord. D'accord. Donc, c'est vraiment ça l'appellation. Effectivement, quand on dit moniteur auto-école, en fait, c'est l'usage, quoi, mais c'est pas l'appellation officielle. Oui, après, c'est pas bien gênant, hein. Celui qui enseigne l'équitation, il est moniteur d'équitation, hein, et Oui, pourtant il voilà. enseigne l'équitation, donc c'est pas bien méchant. Non, mais c'est bien d'entendre au moins une fois le vrai terme, hein, voilà, ça existe. C'est tout l'intérêt de Ça ces existe, vidéos. Voilà, tout ça l'intérêt de ces existe, vidéos, c'est ça. c'est une carte professionnelle qui est renouvelée tous les 5 ans sous réserve d'une visite médicale. Donc, on est soumis effectivement à un renouvellement tous les 5 ans. Si on perd notre permis, parce que c'est un permis tout ce qui est plus classique, hein, on est soumis à la perte de points comme tout à chacun. Et on n'a pas de permis spécial, donc on peut perdre notre point et donc perdre notre boulot très facilement alors qu'on passe notre journée sur la route. D'accord, mais tu vois, c'est vraiment des informations très intéressantes et très spécifiques, et c'est pour ça que c'est bien de faire des vidéos sur des sujets où on n'entend jamais parler. Donc là, on va parler un peu plus des spécificités que tu évoquais tout à l'heure. Effectivement, bon, ben, beaucoup de gens savent ce que c'est que de passer le permis, hein, puisqu'on est beaucoup à l'avoir passé, bon, à moins pour les petits jeunes. Mais il y a quelque chose qu'on n'entend jamais parler, c'était vraiment l'objet même de ce que je voulais aborder dans cette vidéo, et tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, hein, c'est les spécificités par rapport à des publics spécifiques, pour des raisons par exemple de handicap, ou autres, hein, d'ailleurs, on parlera aussi des traumas de la route. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire une liste non exhaustive, hein, mais euh, des publics spécifiques que tu as pu, toi, dans ta carrière, rencontrer? Alors moi j'ai formé des sourds, un sourd profond et des sourds appareillés. J'ai formé des analphabètes, dyslexiques, dysprasiques, troubles des TDA, des troubles du comportement, et autistes. Donc, le permis est accessible à tous les publics, sauf les aveugles, c'est QFD. Mais après, ces publics-là sont des publics qui sont très intéressants parce qu'il faut mettre beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, beaucoup de travailler aussi en parallèle avec le cercle familial, parce que chaque pathologie, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, que l'élève va avoir dans la voiture, surtout les TDA d'ailleurs, les parents nous aident et nous font comprendre le comportement de leur enfant. Donc souvent on les invite à venir avec nous dans la voiture pour effectivement faire un travail en cohésion. Donc, au-delà des handicaps et des pathologies, il y a aussi donc les traumas de la route, hein, des gens qui ont eu un trauma pour une raison X, Y que tu nous expliqueras sûrement, et qui du coup se retrouvent à des difficultés lors de l'apprentissage du permis. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces publics-là? Alors, sur les traumatisés, tu as 2 catégories. Tu as les polytraumatisés de la route qui ont vécu un accident de manière directe ou indirecte. Ça, c'est la première catégorie. Et la seconde catégorie, c'est ceux dont les formations n'ont pas été abouties et du coup, ils se sont fait tout seuls des frayeurs et après, ils ont peur de reprendre un volant dans certaines situations. Et notamment, le plus souvent, c'est sur l'autoroute. Donc, il faut traiter les personnes vraiment au cas par cas, connaître vraiment le traumatisme. Donc, il faut bousculer un peu l'élève en allant chercher, en le faisant verbaliser ce traumatisme, ce qui est important. Donc, il l'a déjà verbalisé la plupart du temps auprès d'un thérapeute. Donc, il y a un travail de thérapie qui a été fait en amont. Et moi, c'est plus sur la partie pratique,
donc de remettre un petit peu en selle l'élève dans toutes les situations et surtout dans la situation dans laquelle il a été traumatisé. Laurence, on a parlé de différents publics, différentes spécificités. Est-ce qu'il existe des moniteurs vraiment alors, spécialisés qui ne font que des publics spécifiques? Est-ce que ça existe, ça? Oui, 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 ça existe dans certaines auto-écoles. Si, par exemple, l'auto-école a une partie pour les personnels handicapés, il y a des moniteurs qui ne font que du personnel handicapé. Pour exemple, au Centre L'Espoir à Hélène, qui est un centre de rééducation pour les gros accidentés de la route, il y a un moniteur qui est affecté pour reprendre le volant. Et le moniteur est payé par le Centre L'Espoir. Ça existe. Et franchement, c'est un public qui est très intéressant parce qu'il y a une motivation, mais sans faille. Contrairement au public lambda où des fois la motivation, il faut un peu gratter. Mais ces publics-là sont des publics qui ont un courage extraordinaire. Donc, Laurence, est-ce que tu peux nous parler des gens qui n'ont pas forcément une pathologie, un handicap, qui n'ont pas eu forcément un trauma non plus d'ailleurs, ils n'ont pas une histoire particulière, mais ils ont beaucoup de mal à appréhender, à réussir à apprendre la conduite en voiture. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Alors, ouais, je peux t'en parler, Stéphane, d'autant plus que ça devient de plus en plus courant, puisque aujourd'hui, c'est sociétal, hein, on obtient tout en quelques clics, on obtient des tutos pour tout et pour rien. Et aujourd'hui, dans la conduite, les gens s'imaginent que tout est facile et qu'on obtient ça très facilement. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que bon nombre ne font pas la différence entre rouler et conduire, et surtout se conduire vis-à-vis des autres. Et donc, ces gens-là, étant donné qu'ils ne se remettent pas en question, ont beaucoup de mal. Donc, il y a cette première catégorie. Et ensuite, il y a la seconde catégorie, c'est les gens qui sont trop intelligents. Alors, les gens qui sont trop intelligents ont tendance à tout intellectualiser, sauf que dans la conduite, comme on est en mouvement permanent, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se poser des questions où on commence à se poser la question le lundi, on la finit le samedi. Donc, la réponse c'est oui ou c'est non. Est-ce que je suis prioritaire? Oui ou non? Est-ce que j'ai la visibilité? Oui ou non? Est-ce que je peux franchir l'intersection? Oui ou non? Et ça, les gens ne savent pas. Ils ont besoin de se poser des questions très compliquées. Donc, Laurence, je suppose que tu constates régulièrement du stress. Alors, on sait qu'il y a plusieurs stress, on ne va pas rentrer là-dedans puisque ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, on va être très schématique. Ce n'est pas un cours de stress, hein. Mais tu rencontres différents stress. Donc, tu as parlé du stress au moment de l'examen. Alors ça, je suppose que c'est le même que nous, on voit, par exemple, quand on a des CAP. Mais il y a aussi le stress post-traumatique. Qu'est-ce que tu dirais en quelques phrases sur les différents types de stress, hein, sans forcément les énumérer, mais on sait bien que ce n'est pas la même chose. Un stress post-traumatique, quelqu'un qui a eu un trauma et qui a peur de rouler maintenant, et le stress parce qu'il y a un moniteur à côté, parce qu'il y a l'inspecteur du permis. Ça ne va pas être le même stress, on est bien d'accord. Mais est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur il y a le stress? Je disais, donc le stress le plus courant, c'est le stress de la peur de l'échec. Celui-là, c'est celui qui fait échouer le plus souvent. Forcément, plus on met de temps à gérer le stress de l'élève, plus ça lui coûte de l'argent et plus, encore une fois, on a une image de mercantile. Deuxième forme de stress, c'est le stress
qui a été provoqué par un accident, qui a été vécu de manière directe ou au sein de la famille ou au sein de l'entourage. Là, on peut l'assimiler au stress du soldat. Et là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. D'accord. Je laisse un peu parce que ça a failli couper plusieurs fois, donc c'est compliqué. Donc, on est bien d'accord qu'effectivement, c'est une évidence, hein, le stress, quel qu'il soit, complique les choses d'une manière aussi bien pour l'élève que pour vous, d'une manière, ou d'une autre, hein. Est-ce que tu penses qu'il est très généralisé le stress, ton ressenti? Et je parle bien de ressenti, donc on va pas avancer des chiffres, des machins, des bidules, on n'en est pas capable. Mais ton ressenti, toi, est-ce que c'est quand même fort présent ou pas? Sociétal, de toute façon, on entend le mot stress à longueur de journée. Donc, Alors, c'est beaucoup les élèves qui te disent: «Je suis en stress», au-delà du fait que toi tu le vois aussi, mais eux, oui. ils le verbalisent souvent? Je suis en stress d'apprendre, je suis en stress de faire mal, je suis en stress d'échouer. Voilà, c'est du stress pour tout. C'est sociétal, hein, c'est sociétal. On est dans une société aujourd'hui où bah, ils ont un besoin de réussir, ils ont pression des parents derrière, la pression des amis, la pression aussi du boulot ou des études, parce qu'il y a des stages, il y a tout. Donc, aujourd'hui, on vit dans une société qui est gérée, qui est gérée par le stress, mais vraiment. Ça m'amène à ma prochaine question. Du coup, on parlait de pression dans le stress, tu parlais de pression des amis, par exemple. Mais du coup, je suppose que des fois, tu as Mmh. des élèves où il y a une pression familiale derrière qui peut être très forte. Ah, mais je l'ai dit au départ, j'ai dit les parents sont derrière. Il y a la pression de la réussite, premièrement. Il y a la pression financière, deuxièmement. Et puis il y a la pression de l'image. Et ça, les gamins, souvent, c'est trop pour eux. D'accord. Ouais, tu vois, c'est un truc aussi auquel on ne pense pas forcément de prime abord, mais qui est un angle intéressant à regarder, hein, que peut ressentir un élève quand il vient comme ça. Ouais. Est-ce que c'est n'importe lequel d'entre vous qui peut faire des stages de récupération de points ou est-ce que c'est aussi une formation spécifique dans votre métier? Alors non. Alors les stages de récupération de points sont menés par ce qu'on appelle un BFM. BFM, c'est le saint graal des moniteurs, c'est-à-dire c'est celui qui va former les moniteurs, mais c'est celui aussi qui va mener les stages de. Il est accompagné d'un psychologue qui interroge tous les participants sur la raison pour laquelle ils ont perdu des points. Alors, le stage de récupération de points s'appelle en réalité un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Et donc, le but est non seulement de récupérer des points, mais surtout de faire en sorte que les gens ne les perdent plus. Donc, le psychologue est présent systématiquement sur un stage de sensibilisation. En tout cas, le passage devant un psychologue, c'est systématique. Systématique. D'accord. Ah, c'est Mmh. intéressant. Moi, je ne le savais pas, donc je découvre. Et c'est aussi le but de cette vidéo, c'est de faire découvrir des choses sur ce domaine-là. Donc, c'est très intéressant. Bah, ça veut tout simplement dire que tu n'as pas fait t'as pas fait de stage et que tu as tous tes points. Oui, je n'ai pas fait de stage, je confirme. Alors, je vais aborder une dernière notion et puis on arrêtera là, même si on avait beaucoup de coupures. Bon, je pense qu'au montage, ça fera une demi-heure. Là, on a 45 minutes. Laurence, donc, on a parlé de ton métier, mais on va parler aussi de vos employeurs. Alors, est-ce que vous êtes souvent ou alors toujours, hein, il n'y a pas d'autres possibilités, salarié de l'auto-école pour lequel vous intervenez? Alors non. Maintenant, il existe des plateformes qui gèrent les plannings pour des moniteurs indépendants. Ces moniteurs indépendants ont un statut d'auto-entrepreneur
et ils peuvent prendre des élèves à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Donc l'élève ne sait pas quel moniteur il va avoir, s'il réserve, il ne sait pas si ça va être un homme, une femme, s'il va rouler avec la voiture avec laquelle il a l'habitude de rouler ou non. Ça peut avoir ses bons côtés, mais ça a aussi ses travers. Après, tu peux avoir un auto-entrepreneur qui va travailler pour une auto-école qui a pignon sur rue, mais il ne peut pas être lié à 100% avec cette auto-école. Il doit aussi garder une part d'auto-entrepreneur. Donc, dans le paysage des auto-écoles, le marché des auto-écoles, est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce qu'il y a des différences, hein? Par exemple, est-ce que, comme dans le bâtiment, est-ce qu'on trouve des grands groupes et de petites agences familiales, entre guillemets, ou est-ce que tout le marché des auto-écoles, plus ou moins, c'est familial? Comment ça, en gros, hein, comment ça se divise ce marché? Alors, comme partout, il y a des grands groupes, des auto-écoles familiales plus ou moins importantes avec plusieurs agences, et il y a des petites auto-écoles de quartier. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Le plus grand groupe en France, c'est le CF, et le deuxième derrière, c'est CER. Alors, on parlait tout à l'heure de permis à points au niveau européen, qu'en est-il, donc quid des autres permis, la validité ou pas d'un permis étranger, Europe, extra-Europe d'ailleurs, en France? Alors là, c'est très complexe, parce que selon les accords diplomatiques ou administratifs, des permis étrangers peuvent être validés sans aucun contrôle, ni pratique, ni théorique, donc par la délivrance d'un permis européen tout neuf, à la condition qu'il y ait une résidence de moins d'1 an dans le pays, donc une résidence de moins d'1 an en France. Il y a une inégalité totale puisque certains accords diplomatiques valident de facto les permis et d'autres permis, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un permis bolivien. Le bolivien, il doit tout repasser, qu'il ait 1 an de résidence en France ou pas. Il doit tout repasser, le permis n'est pas valide. A contrario, qui vient d'Algérie, qui est une ancienne colonie française où il y a des accords diplomatiques, lui sera validé. Un permis ukrainien ne sera pas validé. Un permis sénégalais sera validé. D'accord. Donc c'est en fonction des accords diplomatiques, avec des notions géopolitiques derrière, évidemment. Voilà, c'est ça. C'est ça, D'accord. avec des notions géopolitiques derrière. Donc c'est très dangereux parce que c'est pas le fait de valider ou de ne pas valider, c'est le fait de ne pas contrôler. De ne pas contrôler ni les connaissances du code de la route français, ni les connaissances de conduite et des infrastructures. Et on rencontre de plus en plus de gens qui se comportent n'importe comment sur la route en ayant une méconnaissance totale, mais quand je dis totale, je ne pèse même pas mes mots, des règles de circulation. Monsieur Bertrand, ouais, alors Monsieur Bertrand, quand je l'ai rencontré, m'a dit qu'il ignorait totalement ces pratiques, ce qui me semble assez incohérent. Néanmoins, on va lui donner le bénéfice du doute. Ce qui m'embête le plus, c'est que aucun politicien ne se penche sur le sujet. Et le pire de tout, c'est que, par exemple, comme tu parlais au départ des associations de sécurité routière, ces mêmes associations ne se penchent pas sur ce sujet. Donc, Laurence, il y a un sujet que tu voulais aborder aussi dans cette interview, c'est donc les psychotropes et la conduite. Donc, vas-y, je te laisse nous en parler de ce sujet. Fait, puisqu'on a parlé de Monsieur Bertrand, je l'ai interpellé également sur ce sujet. Tout le monde sait qu'il y a des mesures coercitives concernant l'alcool
et les stupéfiants et la conduite. Néanmoins, en ce qui concerne la prise de psychotropes, donc c'est Xanax, Axe, somnifères en tout genre, opiacés, hormis le petit logo qu'il y a sur la boîte de médicaments, rien n'est fait au niveau législatif. Rien n'existe au niveau de la législation. C'est un vide total. Donc, on peut se bourrer d'opiacés, se mettre derrière un volant et rouler à 130 km/h sur l'autoroute, en toute légalité. D'accord. Donc, ça veut dire que là, une personne qui est sous psychotrope, à moins d'avoir un accident et d'avoir éventuellement une prise de sang ou n'importe quoi, donc une analyse approfondie, effectivement, s'il se fait arrêter par les gendarmes, sur la route, il ne se passera rien. Rien. Tu as tout ce que tu veux? Oui, oui, c'est nickel. Franchement, il y a plein de notions que moi je connaissais pas. Donc je me dis que si moi je les connaissais pas, d'autres les connaissaient forcément pas non plus. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir plein d'idées nouvelles voilà. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu voulais dire ou pas? Bon, si tu parles de permis de conduire, il faut aussi parler du prix. Pour le prix, il existe plein d'aides. Et ça, les gens l'ignorent. La région, le plus souvent, certaines communes qui font des passes permis, les missions locales pour les moins de 6 ans, Pôle emploi, le plan local d'insertion pour les plus de 26 ans. Et dernière chose, pour se faciliter la vie, aujourd'hui, il existe la formule d'apprentissage en boîte automatique de 13 heures de conduite qui est validée par un examen. Et pour passer sur un permis traditionnel, il suffit de faire une passerelle de 7 heures qui, elle, n'est pas soumise à un examen. Et donc, au final, ça revient moins cher. Bien. Laurence, merci beaucoup pour tout ça. Je pense que j'ai appris plein d'infos, donc j'espère que les gens vont apprendre plein d'infos aussi. Merci à toi, merci pour ta disponibilité. Et puis nous on se recontacte. Merci Stéphane. Allez, bonne journée, Laurence. Ciao. Ciao.